Mais non, waouh! Waouh, le magazine des femmes qui inspire toutes les générations. Issue d'une double culture africaine et européenne, Patricia Mowbray est adoptée dès son enfance par un couple franco-britannique. Femme au parcours original, écrivaine, consultante et militante, elle a su au fil des années œuvrer au profit des droits de l'homme et de la jeunesse à travers la création de son association Racines d'enfance. Sa détermination et son engagement lui confèrent aujourd'hui le statut de femme au grand cœur. Patricia Mowbray, bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau Wow. Bonjour. Alors c'est un honneur, hein. Vous êtes, comme on pourrait le dire, une femme d'exception, militante des droits de l'homme et de l'enfant. Vous êtes née en Grande-Bretagne, issue d'un couple mixte danois et nigérien, puis par la suite vous avez été adoptée par un couple britannique. Avez-vous vécu cette étape de votre vie comme un traumatisme ? Écoutez, pas vraiment. Moi, j'ai souvent coutume de dire que effectivement, je suis née deux fois. Effectivement, j'ai une terre de naissance qui est l'Angleterre, une terre d'enfance, la France, et puis une terre d'adoption, l'Afrique. Et j'ai eu la chance peut-être de vivre à une époque où cette problématique n'était pas vraiment posée dans les médias, elle n'était pas vraiment à la mode. Voilà, elle s'est, j'allais dire, dénouée à l'intérieur d'une famille qui a été aimante, qui m'a donné les éléments en fait pour gérer cette diversité, comme on dit maintenant. Donc comme je disais, terre d'enfance, la France, l'Europe, et terre d'adoption, l'Afrique. Donc j'ai appris l'Afrique. Alors c'est vrai que j'étais souvent renvoyée à ce continent de par ma couleur de peau, mais enfant, j'avais pas vraiment d'éléments pour y répondre en fait. Donc il a fallu que je les acquière petit à petit. Alors au départ, je me suis plutôt tournée vers les États-Unis, et puis petit à petit, chemin faisant, je suis allée voir ce continent, l'Afrique. J'y suis allée physiquement, au départ un peu comme une touriste, l'Afrique du Sud évidemment, les safaris, etc. J'ai pour moi apprivoisé le continent en y allant et puis après en y faisant certains types d'actions. Alors vous avez d'ailleurs écrit un livre, hein, et participé à de nombreux colloques sur ce thème-là dans le monde entier. Vous, en tant qu'enfant, comment avez-vous vécu votre enfance ? Une enfance relativement heureuse, avec, j'allais dire, un peu une enfance d'exception. Il y avait très peu d'enfants métis à l'époque, donc dans les écoles, j'étais souvent l'unique. Mes parents ont toujours été très positifs par rapport à l'adoption, c'est-à-dire qu'ils l'ont présenté comme une élection. C'est-à-dire que j'étais un peu gonflée à l'hélium, j'étais désirée et choisie. Et alors ce qui était amusant, c'est que parfois j'étais avec des petites copines qui me disaient, entre enfants, on parle des problèmes de famille, des frères et sœurs, des parents, etc. Et je me souviens, je cite souvent cette anecdote d'une petite copine qui m'avait dit « moi je suis un bébé Ogino ». Et Ogino, je ne savais pas ce que ça voulait dire, donc je suis rentrée à la maison, j'ai demandé, on ne m'a pas répondu, j'ai demandé 2 fois, on m'a renvoyée dans ma chambre, et j'ai quand même réussi à savoir ce que c'était. Et donc cette méthode de contraception utilisée à l'époque, donc je me disais, cette petite fille, elle n'a pas été choisie, elle n'a pas été désirée. Voilà, ce qui n'était pas mon cas. Donc pendant pas mal d'années, j'ai vécu dans cette famille. Mon père était aussi fonctionnaire international, donc on était entouré de gens qui venaient un peu des 4 coins du monde. Donc une enfance assez protégée jusqu'à l'adolescence. Et puis après, il y a eu l'extérieur. Auquel je m'étais déjà un petit peu confrontée par des remarques, effectivement, qu'on pourrait qualifier de racistes, qui étaient dues effectivement à mon étrangeté, donc sur ma couleur de cheveux, ma couleur de peau, etc. Alors quand je rentrais à la maison, on me disait, écoute, ça ce sont les imbéciles, voilà. Ça ne nous concerne pas, et sois la meilleure, et ça ira très bien. On peut donc dire que c'est votre histoire qui vous a finalement poussé à militer pour le droit des enfants. Je pense certainement. Mon histoire, et puis aussi peut-être aussi le positionnement de ma famille. Je veux dire, mes parents qui n'étaient pas militants, mais en m'adoptant,
puisque j'ai une maman française et un père britannique, en m'adoptant, je ne veux pas dire qu'ils ont fait un acte militant, ils ont d'abord fait un acte d'amour. Mais je veux dire, ils ont aussi quand même bravé à l'époque leur milieu. Donc ils m'ont aussi appris à me positionner d'une façon active. Moi, c'est vrai qu'à la suite de ça, j'ai effectivement élargi le champ au domaine public dans le cadre d'associations et d'un engagement associatif. Ouais. Alors nous allons marquer une petite pause pour accueillir notre rubrique In et Out avec Patricia Maubray. Wow. Il y a du buzz ou des flops, c'est in ou c'est out, c'est wow. Racines d'enfance est une association de bénévoles issus d'horizons divers. Ensemble, ils partent à la demande des populations, rejoignent des hommes et des femmes prêts à se battre pour améliorer leur environnement. Depuis 10 ans, Racines d'enfance finance et construit au Sénégal des écoles maternelles en milieu rural. L'association s'engage également dans la rénovation des centres de santé et des maternités des villages concernés. Patricia Maubray, vous êtes la fondatrice de l'association Racines d'enfance implantée notamment au Sénégal. Quelle est sa principale action ? Alors, Racines d'enfance, comme son nom l'indique, Racines d'enfance. On essaye d'aller le plus en amont possible des problèmes. Alors, cette association a maintenant 14 ans d'existence. Et une de ses actions principales est de construire des écoles maternelles en brousse, en milieu rural au Sénégal. Alors, cette histoire a commencé, comme je disais, d'une façon complètement fortuite, en fait, par un voyage au Sénégal avec mon mari, et on avait été surpris par la déshérence des enfants dans les villages quand ils quittent le dos des mamans jusqu'à 7 ans, où la plupart du temps, il y a une école primaire qui les accueille. Et les femmes nous ont interpellés à ce niveau-là. Il faut se dire qu'un chiffre quand même assez extraordinaire, 15% à l'époque des enfants dans ces villages n'atteignaient pas l'âge de 5 ans. Et on s'est dit, bon, on va tenter, on va faire quelque chose. Donc on a réuni un peu d'argent, on a demandé à des amis, etc. Et puis on s'est dit, bon, on va faire un jardin d'enfants. On a réuni le village, on a commencé à parler. Et puis on s'est rendu compte quand même, c'est une des particularités du Sénégal, que dans ce village, il y avait, comment dirais-je, des mutuelles. Il y avait déjà une organisation quand même, des mutuelles de santé, des mutuelles agricoles, la banane, l'arachide, etc. Et qu'on pouvait peut-être se reposer déjà sur ces structures, plus les comités des femmes, qui sont très puissants et puissantes, plus le chef de village, etc. Donc on s'est dit, bon, on va faire un comité de gestion pour la structure. Donc on a établi le fait qu'on allait construire. Au départ, on a construit juste 2 classes, petite section, moyenne section, et en 4 ans, on a construit cette structure. 4 ans, c'est énorme. Mais il fallait donc la concevoir son fonctionnement autonome. On est allé voir l'académie de Tamba, et on a demandé des personnes pour s'occuper des enfants. Alors dans le village, on a demandé à des jeunes femmes qui avaient le niveau BFM, qui ont été formées par l'académie de Tamba, qui sont en plus après revenues dans le village pour encadrer les enfants. Et le comité de gestion a décidé que pour que tout puisse fonctionner, il fallait que les parents payent un demi-euro. Alors ça va paraître, bon, à nos amis européens, ça paraît un ersatz, mais là-bas c'est important. Un demi-euro, c'est la moitié d'un sac d'oignons. On sait que l'oignon, ça rentre beaucoup dans la composition des plats sénégalais. Donc voilà, ça a été l'unité de valeur. Donc chaque famille payait un demi-euro par enfant par mois. Et cet argent servait à payer les institutrices, les monitrices plutôt. Donc le comité de gestion se met en place. L'école ouvre en 2004. Bon, à la suite de ça, comme on dit en anglais, on pensait que ça allait être one shot. Tout le monde était content, on a fait une super fête. Et là-dessus, les villages d'à côté sont arrivés et ont dit et nous, ça serait bien. Alors, bon, là, on était un peu quand même, oui, mais enfin bon, on n'était pas professionnels, on avait fait ça d'une façon un peu empirique. Tout ceci a été possible grâce aux bénévoles. Au bénévolat, à l'investissement effectivement aussi de temps, parce que c'est aussi beaucoup de temps. On est allé plusieurs fois sur le terrain et on s'est dit, écoute, on
va en refaire une seconde. Et puis, bon, chemin faisant, on en a fait 8 jusqu'à présent. Et on s'est professionnalisé. Votre initiative est une référence du genre. L'objectif pour vous est-il de dupliquer justement ça dans le monde entier ? Ah oui, de les dupliquer par milliers. Alors bon, c'est très prétentieux, pour l'instant on en est à 8. Bon, on va construire bientôt la 9e. Il faut se dire aussi quelques chiffres. C'est que le préscolaire en Afrique, c'est à peine 20% d'enfants. Et ça se concentre principalement en Afrique du Sud, Cap-Vert. En Afrique de l'Ouest, c'est 2%. Au Sénégal, 12%. C'est vous dire le chemin qu'on a à parcourir. Donc, effectivement, on voudrait que ce modèle, qui est relativement simple, puisse se dupliquer. L'État sénégalais, depuis 2008, donc, a concrétisé nos attentes puisqu'il nous octroie des instituteurs et des institutrices qui sont payés par l'État et qui encadrent les enfants. Donc, ça allège aussi beaucoup financièrement la structure. Avez-vous, Patricia, un appel justement à lancer ? Un appel à lancer, ça serait effectivement construisez des écoles maternelles en Afrique et ailleurs, mais surtout en Afrique. N'oubliez pas que plus de 45% de la population africaine a moins de 15 ans. Il y a une puissance là qui arrive avec ces enfants qui arrivent aux portes de l'école. Les écoles maternelles sont un véritable tremplin pour l'école. Elles augmentent d'une façon générale le taux de scolarité, des petites filles aussi. Et ça, c'est important. On a la parité dans nos écoles. Et ces premiers pas vers l'école permettent vraiment une scolarité d'un meilleur niveau. Et je pense que la formation, c'est une des clés de la réussite de l'Afrique. Alors, je vous le disais précédemment, Patricia Maubré est une femme aux multiples facettes. Mais maintenant, nous avons envie de vous connaître davantage au-delà donc de cette femme engagée, de cette femme brillante. Nous allons y revenir, mais d'abord, nous lançons notre rubrique Mode et beauté. Les nouveautés, les dernières tendances, mode et beauté, c'est waouh! Rentrez le sari dans la taille de votre jupon et faites-lui faire le tour de la taille en passant devant puis derrière. Assurez-vous que le tissu tombe droit et que la longueur de la jupe est bien égale. Dans l'extrémité du sari, faites plusieurs plis réguliers dans le sens de la longueur pour former le palave, la partie qu'on met sur l'épaule. Il faut faire environ 7 à 10 plis et tenez-les bien ensemble pour qu'ils tombent droits. Drapez le palave sur votre épaule gauche et laissez-le retomber jusqu'au mollet ou plus bas. Fixez le palave à votre tchouli avec une épingle de sûreté. Tirez le sari autour de vous jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté dans le dos et ramenez-le sur le devant. Utilisez tout le reste de tissu pour former des plis égaux en allant de droite à gauche. Veillez à ce que les plis tombent de façon régulière. Rabattez vers la gauche la bande de tissu à plis dans la taille, légèrement sur la gauche, et fixez-les au jupon avec une épingle de sûreté. Toujours en compagnie de Patricia Maubré, la fondatrice donc de l'association Racines d'enfance. Patricia, nous allons parler de mode dès à présent. Quelle est selon vous la définition du mot mode ? Alors là, je vais peut-être vous décevoir. Je vais vous dire tout simplement que j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de mode, mais il y a des styles. Voilà, moi c'est la façon dont je vis la chose, étant quand même, ayant un peu de recul. Effectivement, quand j'étais jeune, il y avait des modes. Voilà, il y avait des modes, des longueurs de pantalons, des longueurs de jupes, des couleurs aussi. Là, maintenant, et je pense que c'est aussi une grande liberté qu'on a tous acquis. Effectivement, comme on dit, hein, la mode est un éternel recommencement. On voyage dans le temps. Pensez-vous qu'on peut assimiler la mode, le style à l'identité ? Oui, d'ailleurs, oui, bien sûr, on peut jouer avec en fait.
Alors je pense aux cheveux, parce que étant métisse d'origine africaine, je sais que ces cheveux ont pris beaucoup d'importance dans ma vie, et la façon dont on les traitait, la façon dont ils étaient regardés, et effectivement je pense que ils sont un marqueur d'identité, et en même temps on peut jouer avec. Comment définirez-vous votre style à vous ? Ah, c'est vraiment ça, c'est compliqué. Alors, j'en ai des divers, en fonction aussi des saisons. Et en fonction des lieux où je me trouve. Donc je joue avec, je pense que j'ai un style relativement classique, mais qui peut s'agrémenter d'une grande fantaisie. J'aime pas trop la définition ethnique. Je pense que derrière ça, il y a quelque chose un peu d'enfermant. Donc moi je picore un peu partout. En ayant un tronc classique, je l'agrémente en fait d'inspiration vraiment du monde entier, que ce soit au niveau des tissus. Je suis très sensible aux tissus. À chaque fois que je vais en Afrique ou en Inde, c'est une catastrophe parce que je prends une valise supplémentaire, parce que je trouve que bon, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire. Et puis j'aime bien aussi, en fait j'aime bien les mélanges. Voilà, j'aime bien le métissage, la mixité. Merci Patricia pour ce moment de sincérité. Alors revenons à votre parcours si vous le voulez bien. Vous avez occupé divers postes. Qu'avez-vous fait véritablement aux côtés de Ségolène Royal ? Nous avons travaillé dans les années 1999 à 2000 sur l'élaboration d'une loi contre l'accouchement sous X. Alors je ne sais pas s'il faut rappeler ce qu'est l'accouchement sous X. C'était la possibilité qui est assez typiquement française, qui est donnée à une femme d'accoucher sans donner du tout son identité et sans aucun élément qui puisse révéler son identité. Donc étant moi de l'autre côté, c'est-à-dire étant adoptée, je sais quelle souffrance ça peut occasionner pour des enfants. Et l'une des activités de l'association, c'était l'abrogation de cette loi. Alors, il fallait le remplacer par autre chose, parce que comme on sait, la nature a horreur du vide. Donc on a institué ce qu'on appelle le CNAOP, qui est une instance qui permet aux enfants d'aller chercher effectivement des bribes d'identité, voire leur identité, et qui incite fortement, on va dire vraiment fortement, les femmes qui accouchent et aussi les hommes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle toujours des femmes qui abandonnent, mais il y a quand même un monsieur dans le coin la plupart du temps, et il est souvent là, on sait que 12 ou 15% des fois il est dans les parages, donc pour inciter ces parents abandonnants à laisser un minimum d'identité pour que leur enfant puisse se construire quelles que soient les circonstances après de sa vie. Alors Patricia, vous êtes aussi essayée à la radio. Oui, ça c'est un vieux souvenir. Radio Nova, c'est ça ? Oui, mais avant, il y a eu bien pire, il y a eu Radio Tomate. Quel était le principe ? Alors, Radio Tomate, c'était une radio libre, évidemment, c'était juste un peu avant 81, et c'était une radio qui sévissait sur la montagne Sainte-Geneviève. À l'époque, j'habitais par là, et on ne savait pas trop comment l'appeler, cette radio, au départ. Et on était en haut du marché Mouffetard. Et donc on était là, tout le monde discutait, on voulait donner des noms parfois extrêmement sophistiqués, etc. Et puis à un moment donné, c'était bien tard dans la nuit, moi j'ai lancé ça, j'ai dit pourquoi pas de tomates. On lance des tomates sur les gens qui ne plaisent pas. Là on a des greengrocers là, qui sont là, qui vendent des fruits et des tomates. Alors on avait aussi fait un partenariat avec, je vous parle de ça 81, hein, c'est l'antiquité pour certains de nos téléspectateurs. Mais bon, je veux dire, et en 81, il y avait encore ce marché, et puis on donnait les cours des légumes, et puis on recevait comme ça des petits quelques sous pour pouvoir faire fonctionner la radio. Et je me suis dit Radio Tomate. Alors au début on m'a pris aussi pour une allumée, et en fait on a quand même maintenu ce nom. Et alors c'était très drôle parce que quand donc le gouvernement a changé, quand le président Mitterrand a été élu, on allait dans les ministères pour faire des interviews. Alors on était assis là, et puis il y avait les huissiers qui disaient Radio Tomate, et tout le monde nous regardait. Je vais vous dire, on nous oubliait pas, et en général quand on appelait pour une interview de la part de Radio Tomate, en fait les secrétaires, les huissiers, voilà. Bon, effectivement, en fait, ça marchait. Et bon, c'est très amusant. Et donc bon, j'ai été là pendant un certain temps, et j'avais deux émissions. Une émission qui s'appelait L'Arbre à Palabre, et qui donnait la parole à des personnes issues de l'immigration, et une autre émission qui s'appelait Le Monde des Arts, et qui était déjà en fait bon, je veux dire aussi tournée vers le domaine associatif.
Et Radio Nova? Et alors ensuite, je crois que c'est une année et demie plus tard, il y a eu des problèmes de fréquence, c'était des luttes assez acharnées. Et Radio Nova avait besoin d'une quali associative pour avoir son habilitation. Donc on a basculé à Radio Nova, toujours avec la même émission, et ça a continué quelques années. Après, moi je me suis retirée et j'ai commis un bouquin à l'époque qui s'appelait Paris Pratique, qui était l'un des premiers guides de Paris critique. Après il y a eu le Petit Malin, etc. Alors ça a été coécrit, on était 5 à peu près, et après je me suis retirée un peu de ce milieu pour partir dans une autre vie. Ça vous manque? Mais ça me manque lui parce que j'y suis retournée. Voilà, j'y suis retournée parce que j'ai repris l'écriture, et puis aussi par l'association, je me retrouve aussi dans un monde, j'allais dire pas médiatique, mais on essaye justement d'être un peu médiatisé. Et puis l'écriture aussi m'a fait retrouver les chemins des studios. Info, actu, débat, controverse, votre Wow News, c'est maintenant. Waouh! Vous invite à passer en revue toute l'actualité des femmes de pouvoir et les porteuses d'initiatives. Dédi Howard dit non à la discrimination. Dire que la discrimination persiste est presque un euphémisme dans le monde très codifié de l'image et de la mode sur papier glacé. Combien de mannequins à la peau couleur café, cacao, chocolat se sont vus opposer, malgré leur grande beauté, une fin de non-recevoir au prétexte que le quota de couleurs diversifiées était atteint. Il semble que le temps se soit figé sur un de ces vieux clichés conservateurs. Seulement voilà, puisque le temps passe trop lentement pour que les idées trépassent, Dédi Howard, 25 ans, a décidé de réagir. Avec une campagne pour Vogue et un défilé Victoria's Secret en prime qui l'a propulsé sous les sunlights du catwalk, Lady Day n'est pas adepte des postures victimaires. Son truc à elle, c'est le remake. Affirmative action, identitaire ou révolte, la très belle a décidé de se mettre en copier-coller des plus célèbres campagnes publicitaires à succès de top modèles comme Gisele Bündchen, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Candice Swanepoel et Kate Moss. Le résultat est sans ambiguïté, cette beauté à l'évidence a du talent. Dédi Howard est modèle parce qu'elle le vaut bien. Alors, retour sur le plateau aux côtés de Patricia Maubré, qui, je le rappelle une fois de plus, est la fondatrice de l'association Racines d'enfance. Alors Patricia, l'une des particularités de cette émission est de parler de l'évolution des femmes dans la société. Alors, une femme présidente en France, aux États-Unis, ça vous dit quelque chose? Oui, une femme présidente... ma foi, donc souhaitée de l'autre côté de l'Atlantique, ça c'est certain. Ici aussi, mais je suis pas. Alors là, je vais aussi peut-être vous décevoir quand je dis je suis pas une féministe dans le sens où je pense qu'effectivement. Il y a beaucoup de progrès à faire pour les femmes, on doit en faire. Attendre une femme présidente de la République, je me méfie aussi un petit peu. Je veux dire, je ne voudrais pas qu'on fasse de mauvais choix. On a eu des femmes au pouvoir, je pense à Thatcher, oui. On s'en souvient. Je veux dire, c'est vrai qu'il est bien qu'une femme ou un homme puisse accéder à n'importe quelle position de pouvoir, mais je ne voudrais pas non plus qu'on tombe dans ce travers où on va peut-être avoir trop d'expectatives, d'espoir, comme on a eu beaucoup d'attentes par rapport à Obama. Obama, effectivement, c'est le premier président noir et vraiment, pour nous, je pense que pour tous les afro-descendants, etc., ça a été un pas immense, mais il a fait une politique américaine, de président américain, avec aussi de nombreux faux pas, de nombreuses erreurs. Donc il faut faire attention à pas aussi avoir trop d'attentes. Thatcher a été
une première ministre britannique qui a laissé des traces extrêmement dures. Alors c'est vrai que pourquoi elle a été capable effectivement de le faire, mais je ne voudrais pas genrifier trop les débats politiques parce que je pense que tout comme les racialiser trop, je pense que ça peut être dangereux. Mais effectivement, moi j'espère que je verrai une femme présidente de la France, oui. Et avez-vous vous-même déjà envisagé une carrière politique ? Oui. C'est vrai, tout à fait. J'étais même parfois, quand je dis appelée modestement, mais parfois on m'a demandé effectivement de m'investir davantage dans le politique. Et c'est vrai que jusqu'à présent j'y ai renoncé parce que je pense que c'est un peu liberticide. Je pense que c'est important de garder sa liberté de parole et je crois que la société civile, par les associations, peut faire changer parfois beaucoup de choses d'une façon beaucoup plus libre et beaucoup plus profonde et d'une façon beaucoup plus pérenne. Il y a trop peu de femmes dans ce domaine et je pense que le domaine scientifique fait partie des piliers de nos sociétés futures, que dans ce domaine-là, il va se passer des choses absolument extraordinaires et ça serait bien que les femmes s'en mêlent davantage, je pense, parce qu'on est d'abord aussi très concernés. Je pense à tout ce qui est procréation médicalement assistée, PMA, etc., à toute la problématique sur le génome. Et il ne faudrait pas laisser ça essentiellement dans les mains des hommes. Et je pense que la présence plus nombreuse de femmes dans ce domaine est importante parce que c'est notre avenir. Alors, vous avez reçu il y a quelque temps, vous avez été lauréate d'un prix. Ah oui, c'est le Trophée Minard. Écoutez, j'étais très fière, c'était le premier. Donc, j'étais très fière. Je l'ai reçu aussi au nom aussi de toute l'association, de tous les membres qui sont avec moi et sans lesquels, en fait, je ne serais pas où je suis aujourd'hui et ce jour-là aussi. Et comme toute distinction, moi je trouve que c'est flatteur, c'est toujours agréable. J'étais très heureuse d'avoir ce prix. Je veux dire, on n'est pas une génération spontanée. Je veux dire, on est ce qu'on est par rapport à tous les gens qui nous entourent et je le sais. Moi, je suis d'autant plus sensible à ça que c'est mon cas depuis le début. Effectivement, c'est vrai que tout ça, c'est aussi un travail d'équipe. Oui. Je profite d'ailleurs pour remercier donc la technique qu'on ne voit pas souvent et qui pourtant contribue à faire de cette émission ce qu'elle est. Merci la technique. Alors, votre ambition ? Alors mon ambition, c'est déjà de publier un livre de faire sortir un livre qui arrive là sur la Chine et l'Afrique, que j'ai aussi écrit en grande partie grâce au fait que je vais sur le terrain très souvent. C'est de terminer un prochain livre sur les États-Unis et sur la communauté afro-américaine et de construire des centaines d'écoles maternelles en Afrique, puisque c'est mon continent d'adoption. Alors Patricia, nous arrivons bientôt au terme de notre entretien, mais avant cela, d'abord un petit jeu. Un tout petit jeu. Pas difficile du tout. Alors, c'est parti, vous êtes prête ? Tout à fait. Si je vous dis femme, à quoi pensez-vous ? Si vous me dites femme, je pense à plus de la moitié de l'humanité. Si je vous dis engagement ? Je pense à une action, à un positionnement que tout citoyen dans une démocratie devrait avoir. Si je vous dis Ramayad ? Ramayad, étoile filante. Si je vous dis enfant ? Enfant, nos racines. Si je vous dis bonheur ? Paradoxalement, une situation dans laquelle je me trouve. Et si je vous dis enfin, Patricia Maubray ? Patricia Maubray, qui vous remercie. Alors, c'est la fin de cet entretien, Patricia. Merci donc d'avoir répondu présent. Merci d'avoir joué le jeu. C'était un réel plaisir, un honneur. Et j'espère vous revoir très bientôt. J'espère aussi. Un dernier mot ? Un dernier mot, c'est compliqué parce que j'en ai plein. Un dernier mot, n'ayons pas la mémoire courte.
Alors Patricia, pour nous, en tout cas pour moi, vous êtes une véritable source d'inspiration. Donc merci. C'est moi. Merci de rester scotché sur les programmes de YouBiz News, votre chaîne Infomusement.